Bienvenue dans Invisibili. Dans cet épisode, je reçois Fanny Charras. Fanny est sociologue et anthropologue. Elle est rattachée à l'université Saint-Louis à Bruxelles. Elle est spécialiste du chamanisme, du magnétisme et de la sociologie de la modernité, entre autres. C'est le titre de son livre, publié en 2023, qui a attiré mon attention. Il s'appelle « Le retour du monde magique ». L'ouvrage est tiré de sa thèse pour laquelle la sociologue a réalisé une grande enquête sur le magnétisme en France et plus particulièrement en région parisienne. Ce type de pratique qui aurait pu disparaître sur l'autel du rationalisme scientifique et de la modernité connaît un regain d'intérêt ces dernières années. Fanny Charras a même découvert qu'il y avait bien plus de magnétiseurs qu'elle ne l'aurait imaginé, avec des profils souvent inattendus. Dans cet entretien, on parle entre autres d'expériences énigmatiques, d'énergie, de la croyance et du doute, de la magie et du risque pour le chercheur de s'y faire prendre. Salut Fanny, merci beaucoup d'être venue et de prendre le temps de répondre à mes questions pour Invisibili. Merci Natalia pour l'invitation. Alors moi, c'est le titre de ton livre qui a attiré mon attention, « Le retour du monde magique, magnétisme et paradoxe de la modernité ». Il est tiré de ta thèse pour laquelle tu as étudié les pratiques du magnétisme en France. Avant ça, tu avais passé du temps au Pérou pour étudier les pratiques chamaniques du nord du pays. Et en fait, à ton retour, tu as décidé de comparer ça avec des pratiques de guérisseurs ou de guérison en France. Et là, tu t'es tourné vers les magnétiseurs. Personne n'avait jamais étudié ce domaine avant toi, en fait. C'est des pratiques plutôt cachées, enfin, pas tant que ça, mais... Ouais, elles sont pas si cachées que ça, mais on en parle moins, et il n'y avait pas de travaux, en fait. Beaucoup moins. C'est-à-dire, quand j'ai voulu travailler donc j'ai travaillé sur le magnétisme, qui est un soin énergétique, en fait, zéro littérature, mais vraiment zéro. Alors que, bon, bien sûr, il n'y a pas de littérature sur le chamanisme de la côte nord péruvienne, mais il y a la littérature sur le chamanisme partout au Pérou, enfin, je veux dire, en Amazonie, surtout avec les rituels d'ayahuasca, mais enfin, c'est vraiment un sujet vu et revu par l'anthropologie depuis des décennies. Par contre, magnétisme en France, et puis très rapidement, j'ai fait magnétisme en région parisienne. Alors là, il n'y avait rien, en fait. Bon, il y a Jeanne Fabre-Sada, en 1977, elle a publié Les mots, la mort, l'essor sur la sorcellerie, dans le bocage mayanais, mais ça reste dans le bocage mayanais, et c'est la sorcellerie. Mais c'est pas, du coup, des soins énergétiques donnés à des bourgeois du 9e arrondissement parisien. Donc je me suis dit qu'il y avait une comparaison à faire. Alors bien sûr, souvent on pense qu'une comparaison, on prend des objets qui se ressemblent, on les compare entre eux. Dans mon cas, l'idée, c'était aussi de dire les différences vont révéler des choses intéressantes. Prendre des objets, donc il y a des similitudes. Ce sont deux pratiques qui ont été réprimées à un moment donné. Les magnétiseurs ont été interdits d'exercer à la veille de la Révolution française. Donc répression par plutôt en fait le corps médical. Au Pérou, d'abord les missionnaires espagnols, et puis ensuite, progressivement, avec l'arrivée des Lumières, c'était un autre type de répression qui n'était pas par les catholiques, en fait, mais pas par les missionnaires, disons, mais également par des médecins, un peu semblable d'ailleurs au type de répression qu'on a observé pour le magnétisme en France. Et c'est des pratiques qui en même temps gagnent en légitimité, c'est-à-dire que dans un cas comme dans l'autre, après une période de grande clandestinité, des procès, dans les deux cas j'ai observé beaucoup de procès contre les chamans et les magnétiseurs, et elles acquièrent un statut différent. Le chamanisme de cette partie du Pérou vient d'être reconnu patrimoine culturel de la nation, donc il y a une patrimonialisation de la pratique, et le magnétisme n'est pas reconnu comme thérapie complémentaire, mais dans mon livre, je parle du fait qu'il est rentré à l'hôpital, Là, tu as rencontré beaucoup de magnétiseurs. Ils ont tous des profils complètement différents. Il n'y a pas d'homogénéité dans le métier de magnétiseur, j'ai l'impression, quand tu t'intéresses au profil. Et aussi, tu t'intéresses à la manière, justement, t'en parlais, dont ils sont devenus magnétiseurs, le rôle de l'entourage. Il y a autant une ancienne de l'ENS qu'un ingénieur. Il y a beaucoup de points d'entrée différents. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ça, cette question du profil du magnétiseur ? Oui, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intriguée. J'ai fait des entretiens avec 34 magnétiseurs.
mais j'en ai rencontré une petite centaine au fil de l'enquête. Puis j'ai rencontré plusieurs personnes qui ont travaillé dans la restauration pendant longtemps. J'ai rencontré un ancien commandant de police qui a pris une retraite anticipée pour devenir magnétiseur. J'ai rencontré une professeure de chimie agrégée et normalienne, qui était professeure de chimie en prépa, une maîtresse de conférences en lettres modernes. Enfin voilà, des personnes très différentes qui toutes avaient un point commun, parce qu'en plus j'avais autant d'hommes que de femmes dans ces rencontres, et l'âge c'était de 27 à 87 ans. Donc une énorme diversité, mais le point commun, c'était d'être devenu magnétiseur ou magnétiseuse et souvent d'avoir abandonné leur ancien travail pour se dédier entièrement à la pratique du magnétisme. Alors pour les personnes qui disent oui, les personnes elles font du magnétisme pour gagner de l'argent, etc. Enfin, je pense qu'il y a un bon contre-argument, c'est que certaines de ces personnes gagnaient beaucoup mieux leur vie avant de se mettre à pratiquer le magnétisme à temps plein. Avaient en tout cas des emplois beaucoup plus stables. Un salaire, un métier reconnu, une position sociale, enfin tout ce qu'on veut, quoi. C'est ça, exactement. Ça m'a permis de me dire, bon, j'aimerais bien vraiment comprendre la raison qui les a poussés à abandonner leurs pratiques reconnues, etc. Parfois, ça mène à des divorces, parce que quand on a été, ingénieur toute sa vie et que du jour au lendemain, on se devient magnétiseur ou magnétiseuse, la personne avec qui on vit n'arrive pas nécessairement à suivre, à comprendre ce qui nous est arrivé. Et oui, et là, il y a une grande diversité aussi de comment ils endossent ce rôle et cette pratique, en fait. Oui, en fait, du coup, la question que je me suis posée, c'est quel est le point commun? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce que j'ai compris, c'est qu'à l'origine de toutes ces carrières de magnétiseurs, donc de cette bifurcation, disons, dans la vie professionnelle de ces personnes, il y a une expérience énigmatique. Alors, une expérience énigmatique, c'est quelque chose, c'est d'un point de vue très occidental d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'expérience énigmatique chez les chamans au Pérou. L'expérience énigmatique, c'est qu'il nous arrive quelque chose un jour, une chose pour laquelle on n'a aucune explication. Par exemple, les chaises qui se mettent à bouger, dans le cas que j'ai énoncé plus tôt, qui se mettent à bouger toutes seules. Ou un autre cas que j'aime bien citer parce que je trouve qu'il est assez parlant, donc c'est cette dame qui travaillait en entreprise depuis longtemps, qui était inspectrice qualité en entreprise depuis 20 ans, je crois, qui a 40 ans, le jour de son anniversaire, se promène dans la forêt avec son mari, et il y a un homme qui se pend devant eux à l'heure de sa naissance. Et elle se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce cadeau d'anniversaire? Ils lui viennent à son secours, ils appellent le SAMU. Une fois qu'ils voient qu'il est hors de danger, elle s'interroge, elle se dit, mais est-ce qu'il y a un lien entre cet homme qui vient de se pendre devant moi et le fait que je suis née avec le cordon ombilical autour du cou? Ça, c'est déjà une expérience énigmatique. Et il y en a une deuxième derrière qui lui arrive toujours à cette femme-là. C'est que après ça, elle a été traumatisée en fait, et elle a commencé à voir, elle me dit, des êtres tout lumineux descendre vers elle et lui dire c'est bon, fais-nous confiance, maintenant tu vas pouvoir utiliser ton don, sous-entendu son don de magnétiseuse. Ça, c'est une expérience énigmatique. Il y a quelque chose qui se produit une chose pour laquelle on n'a pas d'explication dans un contexte occidental, rationnel occidental. Pas d'explication pour dire pourquoi cet homme il se pend devant elle à l'heure de sa naissance, ni d'explication pour dire il y a des esprits. Tu parles aussi d'ailleurs d'une femme qui a eu une expérience de mort imminente quand elle était jeune et qui a vu des êtres. D'ailleurs, ça, c'est des récits qu'on entend beaucoup. Oui, c'était en accouchant. Pareil, qu'il y a eu des esprits. Et dans tous les cas, il y a donc une expérience énigmatique de ce type-là, en effet. Et ce qui se passe, c'est les personnes vont essayer d'expliquer avec des concepts, des façons de penser occidentales. Donc en fait, elles vont dire j'ai eu une hallucination. C'est ce qu'on dit dans ce cas. On ne dit pas j'ai vu des esprits. On dit j'ai eu des hallucinations. Donc soit je suis folle. Il y a souvent ce truc-là, j'ai eu des hallucinations, je suis peut-être folle, il faut peut-être que je me fasse interner, il ne faut pas que j'en parle. Typiquement, celle qui a fait une expérience de mort imminente en accouchant, c'est dans les années 70 que ça arrivait. Elle m'a dit, j'ai mis 10 ans ou 20 ans à en parler, parce qu'à l'époque, c'était vraiment totalement impossible. Et elle s'est dit, oui, j'ai perdu la tête après l'accouchement, c'était des hallucinations, j'ai pas envie d'en parler parce qu'on va me dire que je suis folle, et je préfère éviter ce jugement-là, cette stigmatisation, donc je garde ça pour moi. Du coup, si elles sont tenues à ça, à garder ça pour elles et à se dire je suis folle, elles ne deviendraient pas magnétiseuses, ces personnes-là. Mais à chaque fois, si elles sont devenues magnétiseuses, c'est qu'elles ont rencontré d'autres magnétiseurs et magnétiseuses qui leur ont dit « Ah, mais moi aussi, j'ai ce genre de vision ». Et donc, ça les a aidées à dire « Ah, c'est pas des hallucinations, c'est quelque chose que je partage avec d'autres personnes, ce sont des esprits, il y a quelque chose d'autre ». Ça valide un peu, disons, ça les relie à une communauté, on va dire, d'expérience. Exactement. Oui, exactement. En fait, mais dans un sens comme dans l'autre, c'est toujours la communauté, les gens qui nous entourent, qui vont nous permettre de caractériser le phénomène. C'est-à-dire que les personnes qui ne croient pas du tout aux esprits, elles sont entourées d'autres personnes qui disent que ce sont que des hallucinations.
Et inversement, se mettre à dire que ce sont des esprits, c'est en étant entouré de personnes qui vont dire que ce sont des esprits. Et ce balancement-là va dépendre du type de lien qu'on a, du collectif, des collectifs auxquels on appartient, de notre socialisation, donc, de l'école, de notre entourage familial, etc. Et donc les divorces des personnes qui commencent à pratiquer le magnétisme sont liés à ça. C'est que finalement, elles vont rencontrer d'autres personnes et rentrer dans des groupes qui les éloignent de leur entourage. Aussi qu'ils les comprennent. Oui, et qui les comprennent, en effet. Tu parles aussi de cas de magnétiseurs qui sont aussi médiums. Donc il y a plusieurs, parce que dans le magnétisme, il n'y a pas d'homogénéité. Il y en a qui sont aussi médiums, il y en a qui le disent, qui ne le disent pas. Enfin voilà, il y a cette espèce de subtilité à laquelle tu t'es intéressée. Et qui décrivent des corps subtils, qui sont des vibrations d'atomes autour de nous. Enfin voilà, qui justifient scientifiquement ce qu'ils voient. Et je trouvais ça intéressant, tu vois, notamment, je sais pas, j'ai pris note, mais Roger Giraud qui dit « Dès qu'on parle d'ange, d'archange, d'entité, c'est invisible tout ça, mais c'est de l'énergie. C'est là, sauf que ça vibre à une fréquence beaucoup plus élevée que le reste. » Bon, c'est quoi l'énergie et comment se font les justifications par ces magnétiseurs ou médiums que tu as rencontrés? Oui, alors vaste question. Alors l'énergie, justement, quand ils en parlent en entretien avec, j'ai un dictaphone, ils sont dans un registre de justification. Donc en fait, typiquement, la citation que tu viens de lire, c'est une justification en des termes qui vont être un peu scientistes et donc très naturalistes. Et qui rassurent. Voilà, qui rassure et il montre à la personne aussi, je suis moins bête que j'en ai l'air. Enfin, je crois pas juste en les choses irrationnelles. C'est une façon de justifier, de se légitimer en fait ce type de discours. C'est typique du naturalisme en fait. Les chamans ne se justifient pas du tout de la même façon sur la côte nord péruvienne. Par contre, dans la pratique, et ça j'ai mis un petit moment à le comprendre parce que je m'attendais pas à ça en fait après les entretiens et qu'on me parle beaucoup d'atomes, de vibrations, de taux vibratoires, donc d'existence de l'énergie de cette façon-là. On a presque l'impression dans ce cas que l'énergie c'est une forme d'électricité très subtile mais qui existe vraiment indépendamment de nous en fait. Oui, puis il y a tout aussi une des personnes qui justifie avec des termes très scientifiques aussi, enfin qui sur qu'est-ce que c'est la matière, c'est voilà comment il y a du vide entre les deux, des atomes qui se déplacent, enfin qui parlent de physique quantique. Oui, ça c'est la professeure de chimie. Donc en fait, elle en parle. Parce qu'il y a des personnes qui parlent de physique quantique en y regardant des vidéos sur YouTube en n'y comprenant pas grand-chose. Et elle, le truc, c'est qu'elle enseignait ça en prépa en tant que professeure de chimie. Et donc en fait, quand elle fait la démonstration et que moi, en fait, qui connais pas grand-chose, je suis en face, me dit ah ouais, c'est que ça va loin en fait à ce niveau-là. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui trouveraient assez concluant, assez plausible en fait. D'ailleurs, elle avait fait une émission, elle avait été interviewée, et c'est souvent le cas dans des émissions comme ça où d'un côté il y a les rationalistes et de l'autre il y a les crédules. Et elle a été mise dans les crédules vu qu'elle est médium et magnétiseuse. Et en fait, ils ont coupé dans l'émission tous les moments où elle recourait à la physique et à la chimie pour expliquer ce qui se passait, parce qu'elle était censée, on était censé un peu caricaturer et opposer les deux camps. Et d'ailleurs, c'était les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. Hein. Elle m'avait montré des vidéos prises par des personnes du public, et ensuite ce qui avait été coupé au montage, et tous les moments où elle montrait son côté rationaliste étaient coupés. Donc ça nous apprend quelque chose en fait vraiment là-dessus, c'est qu'on a tendance à rendre un peu trop superstitieux, enfin exagérer le côté superstitieux et crédule de ces personnes-là, alors qu'elles ne le sont pas. Mais dans la pratique, donc l'énergie n'est pas exactement comme ça. Et donc c'est de ça dont je voulais parler également, enfin ça répond à ta question, c'est que par exemple à magnétiseur, j'étais avec lui, j'observais sa pratique et je prenais des notes, donc je décrivais, et puis il se moque de moi et puis il me dit oh là là, mais qu'est-ce que ça doit être ennuyeux ta thèse. Il lève le bras, il hausse l'épaule, et c'est donc ces gestes-là qu'il faisait, qui sont des gestes énergétiques, où il touchait très peu la patiente qui était allongée sur la table de soins, et il faisait des gestes où il mobilisait de l'énergie qui est invisible. Donc en fait, je pouvais juste décrire les mouvements qu'il faisait, et en effet, moi-même, je m'ennuyais, et je me disais, il faudra surtout pas que ma thèse se réduise à ce genre de description, parce que personne ne la lira. Et donc il se moque de moi. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux que je décrive? Il me dit, okay, je vois pas l'énergie. Il me dit, de toute façon, l'énergie... même si quelqu'un dans cette pièce avait le don de voir, il ne verrait pas la même chose que ce que moi je vois. Et donc ça montre que ça n'a pas du tout une matérialité semblable à l'électricité en fait, qu'on va pouvoir objectiver comme ça et dire au tenter elle est à tel endroit. Elle est diffuse et surtout tout le monde ne la voit pas de la même façon.
Et en fait, il me dit, l'énergie, en fait, elle nous échappe, elle est subtile, elle n'est pas matérielle au sens qu'on l'entendrait classiquement. Donc en fait, c'est là que j'ai compris que dans la pratique, l'énergie échappe aux règles du naturalisme. Quand on justifie son existence, on va utiliser un vocabulaire très scientifique, etc. Mais lorsque on pratique un soin énergétique, on cesse de justifier et en fait, elle est là sans être là, on l'attrape sans l'attraper, elle défie les lois de la physique, disons. C'est passionnant d'ailleurs ce que justement ce magnétiseur dit, elles dépendent de l'observateur. Et c'est justement une des théories en physique quantique où c'est seulement ce qui est observé qui existe. Oui, mais en fait la physique quantique, dans ce cas, c'est une remise en cause du naturalisme en fait, la physique quantique, parce que en fait ça remet en cause la loi de Newton. C'est vraiment une remise en cause de la conception de la matière telle qu'on l'entend d'un point de vue naturaliste. Voilà, ce serait un très bon sujet d'enquête. Dans ton livre, tu parles de ta position dans cette enquête et dans ce travail que tu vas mener en France. Et ça, j'imagine que ça se pose dès le départ, où tu parles du crédit ou du discrédit que tu vas donner ou apporter vis-à-vis de tes enquêtés. Tu parles du fait que c'était plus facile de prendre au sérieux le chamanisme au Pérou que les esprits en France. Et c'est intéressant comment ce qui est exotique, à la limite, peut être considéré comme ok, valable, mais ici, oulala, on va pas parler de ça. Donc c'est intéressant de voir ces deux choses, en fait. Oui, au Pérou, quand j'y étais, je me disais c'est notre culture aussi, et j'essayais de comprendre. Alors les esprits c'est quoi? Bon, les personnes localement me disaient c'est une légende ancestrale, mais après ils me disaient mais j'ai déjà vu un esprit lorsque j'ai pris du San Pedro, ce genre de choses. Et moi je prenais tout en note et sans broncher, disons, en essayant de comprendre, mais ça me touche, ça m'impactait moins, ça me touchait moins, même si j'ai eu des expériences là-bas parfois assez troublantes. Ça me remettait moins en cause dans mon être, dans ma conception des choses, qui était finalement une conception des choses, je pense, au fil du temps, que je suis devenue ce qu'on pourrait dire relativement cartésienne, au fil de l'éducation que j'ai reçue en France. Par contre, quand je suis rentrée en France pour travailler du coup sur le magnétisme, je suis allée faire un premier entretien dans le sud de la France. Et la personne avec qui je fais un entretien, donc un magnétiseur, d'office me raconte qu'il était ingénieur de formation, qui travaillait pour de la raffinerie dans des laboratoires. Et puis après, tout d'un coup, il me dit, puis un jour, il y a des chaises qui se mettent à bouger chez moi. Et je me demande ce qui se passe. Il me dit, je cherche des explications scientifiques. Je ne trouve pas d'explications scientifiques. Et là, je me dis qu'il n'y a qu'une solution, c'est que ce sont des esprits frappeurs. Et quand il me dit ça, donc ça, c'est selon lui ce qui l'a mené à faire du magnétisme. Et je ne m'attendais pas à ça. En fait. Je m'attendais à rencontrer un magnétiseur qui allait me dire, voilà, j'ai le don, je soigne énergétiquement. Alors, j'ai sursauté et j'ai commencé à me poser la question qu'il faut jamais poser dans ce cas-là. Comme je disais, quand on est anthropologue, on ne pose pas ce genre de questions. Je me suis dit, comment un ingénieur qui a travaillé toute sa vie à Paris peut encore croire à ces choses-là, c'est-à-dire aux esprits frappeurs? On ne pose pas ce genre de questions parce que c'est comme déjà porter un jugement dès le départ. C'est ça, c'est un jugement parce que ça vient écraser et réduire à des croyances les pratiques qu'on veut étudier. Et si on veut étudier des pratiques, il faut pas les réduire, il faut pas les critiquer d'office parce qu'il faut les comprendre. Et donc il y a vraiment le truc, s'empêcher de critiquer. Critiquer, en fait, c'est imposer ses préjugés au monde pour comprendre ce que les personnes sont en train de nous dire, même si parfois on doit se faire un peu violence pour ça parce que ces personnes ont des points de vue, des perceptions très très différentes des nôtres. Cette personne-là, je pensais qu'elle était assez proche de moi en fait, parce que ancien ingénieur, machin. Et finalement, je me rends compte qu'il me parle d'esprit frappeur d'office. J'ai du mal à comprendre, c'est justement ça. Mais du coup, en analysant mon incapacité à comprendre, j'ai compris plusieurs choses. J'ai compris d'abord que j'avais un préjugé selon lequel il était plus possible, disons, que existe l'énergie plutôt que les esprits. Qu'un travail énergétique me paraissait envisageable pour soigner quelqu'un, même si je ne pensais pas nécessairement que l'énergie existe comme l'électricité, tandis qu'un dialogue avec des esprits, tout d'un coup, ça me paraissait un peu aberrant. Donc je voyais déjà que j'avais une façon d'hiérarchiser la possibilité d'existence, la plausibilité d'existence, disons. Ensuite, j'ai réalisé autre chose, c'est que au Pérou, quand on me disait ce genre exactement pareil, les esprits frappeurs, je n'avais pas du tout le même sursaut d'intolérance, disons, ou d'incompréhension. Donc j'ai compris que c'était beaucoup plus facile pour moi de prendre au sérieux les chamans à l'autre bout du monde que les magnétiseurs à Paris ou en France, voilà. Ça vient, je pense,
une sorte de position un peu condescendante de l'anthropologie qui va aller chercher chez les autres des pratiques un peu exotiques qu'on va étudier avec grand soin en étant compréhensif, mais tant qu'elles ne remettent pas en cause notre propre conception du monde. C'est possible en fait de les objectiver, de les étudier à condition de les tenir bien à distance de nous. Et cette distance, pour la maintenir, il faut que l'objet en question soit loin de nous, dans le temps ou dans l'espace. Dès qu'il s'approche trop de nous, il vient nous remettre en cause. Et donc, on a du mal tout d'un coup à l'objectiver et on se rend compte que cette objectivation, elle tient à peu de choses. Alors cette réflexion que je viens de faire là, je la dois à Pierre Lagrange, donc c'est un ami qui a travaillé notamment sur les extraterrestres. Voilà, en fait, il a observé que dès qu'on parle d'extraterrestres en Europe, les anthropologues sont incapables de travailler sur les extraterrestres alors qu'ils vont pouvoir travailler sur les esprits à l'autre bout du monde. En fait, du coup, on est rapidement pris. Pris, c'est le terme qu'utilise Jeanne Farès-Sada, donc une anthropologue, je l'ai mentionné tout à l'heure, qui a travaillé sur la sorcellerie dans le bocage mayannais. Donc elle dit, c'est le genre de pratique, pour pouvoir les comprendre, il va falloir les vivre, il va falloir les expérimenter, être pris dedans. Après, le problème, c'est que si on commence à rentrer dans la pratique, on peut ne jamais en sortir, parce qu'on ne retrouve jamais le discours anthropologique. Et en fait, c'est un peu un péril qui guette tout anthropologue qui va travailler sur ces pratiques. Oui, d'ailleurs, tu cites genre Jérémy Narby ou d'autres. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Carlos Castaneda, alors on ne sait pas trop s'il a vraiment rencontré le sorcier dont il retrace la vie, mais en tout cas, il est plutôt devenu un gourou qui va pratiquer plutôt que d'analyser les pratiques. Jérémy Narby, j'ai lu son travail, qui est intéressant par certains égards, mais pour moi, c'est plus de l'anthropologie qu'il fait. Enfin voilà, je pense qu'il y a des confusions par moment, mais ça vient de ça. C'est que, en fait, je pense qu'une fois qu'on touche à ce genre de pratique, on rentre dans quelque chose qui peut être beaucoup plus fascinant que le discours anthropologique ou sociologique qu'on pourrait produire sur ces pratiques. Et moi-même, en fait, j'ai été prise dans cette tension pendant l'écriture de la thèse, pendant l'enquête, c'est-à-dire soit mettre à distance et donc réduire à des croyances, soit rentrer dans la pratique et tout d'un coup voir tout mon univers conceptuel, intellectuel vaciller et donc voir remis en cause ma thèse elle-même au point de peut-être l'abandonner pas pour pratiquer, mais en tout cas pour faire quelque chose qui se rapprocherait plus d'un écrit plus spirituel, par exemple, ou en tout cas plus proche de ce que pourraient écrire les magnétiseurs eux-mêmes. Tu parles de fait que comment le magnétisme évolue, tu t'as parlé des procès qu'il y avait eu dans les années 50, 60, et après ça a diminué. Et tu parles même à un moment, tu cites une lettre de Mitterrand qui écrit à l'organisation des magnétiseurs, qui voulait supprimer l'ordre des médecins et qui envisageait, par exemple, de recréer la profession d'herboristerie, de redonner peut-être leur place à ces pratiques. Et ce que je trouve hyper intéressant dans ta thèse, c'est justement ces oppositions et peut-être aussi ces liens et ces relations qui évoluent avec la médecine allopathique et avec telle qu'on l'entend et qui, en fait, on s'en rend compte dans ta thèse, est a un monopole total sur le soin. Oui. En fait, j'ai retracé l'histoire du magnétisme depuis sa répression, première grande répression, donc à la veille de la Révolution française, jusqu'à nos jours, mais en faisant un bond historique parce que les archives auxquelles j'avais accès datent des années 50. En fait, l'ordre des médecins a été créé sous Vichy. Et ça a renforcé le monopole de la médecine qui existait déjà, mais c'est venu le renforcer, c'est-à-dire que les médecins ont pu faire des procès aux magnétiseurs et magnétiseuses pour exercice égal de la médecine. Alors ça a donné lieu à des situations très paradoxales du type un patient avait de l'eczéma, il revient voir son médecin qui lui dit « Ah, vous avez plus d'eczéma ?» Il lui dit « Ah oui, c'est un magnétiseur qui m'a soigné. » Le médecin avec l'ordre des médecins et le syndicat des médecins, font un procès pour exercice égal de la médecine au magnétiseur, parce que n'ayant pas de diplôme de médecin, il a soigné quelqu'un. Donc il y a un procès. Et lors du procès, les différentes personnes qui ont été soignées par le magnétiseur vont témoigner à la barre. Et en fait, leur témoignage va permettre, alors qu'elles témoignent qu'elles ont été guéries par ce magnétiseur, va permettre de montrer qu'il y a vraiment exercice égal de la médecine et parfois conduire à des peines d'emprisonnement et des amendes des magnétiseurs. Donc à cette époque-là, il y a un groupe de magnétiseurs avec des médecins parfois dedans. En fait, le président de l'association qui a été créée était un chirurgien à l'origine avec un magnétiseur qui se sont unis pour ce qu'ils appelaient la libération des médecines. C'était pour avoir le droit de pratiquer le magnétisme sans être poursuivi pour exercice égal de la médecine.
Et il y a eu beaucoup de procès, donc j'ai analysé les procès et ce qui se passait pour les procès. Et puis après, je me suis demandé, en fait, on voit que dans les années 80, il n'y a plus de procès pour les membres de l'association. Hein. En dehors des membres de l'association, il y a encore des procès, mais il y en a moins. Et donc, ce que j'ai compris, c'est que l'association a structuré la pratique et en faisant recours à des avocats, à tenter de comprendre ce qui était reproché par les médecins aux magnétiseurs et à transformer la pratique de telle sorte qu'elle ne soit plus être poursuivie pour exercice illégal de la médecine. Donc, elle ne vienne plus empiéter sur le territoire des médecins, en fait. Et donc, il y a eu plusieurs recommandations qui ont été faites par cet avocat, qui est de dire que le magnétisme vient toujours après la médecine. Donc, c'est dire on est un complément de médecine, on vient pas se substituer à elle, on vient lorsque, soit pour par exemple l'eczéma ou des maladies de peau pour lesquelles les médecins ont peu de résultats avec leurs méthodes conventionnelles, soit en complément, par exemple, dans le cas de cancer, la radiothérapie fait des brûlures et nous, on vient soulager les brûlures de la radiothérapie. Mais on ne vient pas soulager le cancer. Mais on vient accompagner le patient ou la patiente en plus de la médecine. Et donc, c'est devenu très important lors des procès de montrer, d'avoir la preuve que le magnétisme ne venait pas se substituer à la médecine, surtout dans le cas de maladies graves. Et en fait, à partir de ce moment-là, dans les années 80, les magnétiseurs membres de l'association qui faisaient attention à ça n'étaient plus poursuivis pour exercice égal à la médecine. Ils ne le sont plus non plus aujourd'hui. Les cas où il y a des procès de magnétisme, c'est des cas où il y a des abus sexuels, des choses graves, ou justement un magnétiseur qui va conseiller à une patiente, alors qu'elle a un cancer du sein, de cesser la chimio et la radiothérapie. Là, derrière, la famille peut porter plainte, etc. Donc ça existe, mais justement, c'est des magnétiseurs qui ne vont pas suivre cette règle que la plupart des magnétiseurs suivent aujourd'hui. C'est comme ça aussi que les personnes font la différence. Les magnétiseurs vont dire c'est la différence entre un charlatan et un vrai magnétiseur. Le vrai magnétiseur ne substitue pas à la médecine. Aussi, il ne vend pas sa pratique trop cher. Mais ils me disent on doit être payé. À un moment donné, il faut bien qu'on paye l'électricité, etc. Donc, il faut bien qu'on soit payé. Et ne fait pas revenir les patients de façon répétée s'il n'y a pas de résultat. Voilà, c'est aussi du coup l'association qui a créé une définition du charlatanisme par rapport au vrai magnétisme. Comme un code éthique. Alors tu parles, chez les médecins, il y a ceux qui sont vraiment, genre c'est vraiment n'importe quoi, qui sont très stricts et qui disent que c'est complètement du charlatanisme. Et il y en a d'autres qui sont un peu plus ouverts et qui remettent même en question la manière dont la médecine existe et laisse la place au doute et à l'interrogation. Et notamment, tu suis un médecin, Christophe Desportes, qui est dans un institut de cancérologie. Et tu dis, voilà, tu parles de naturalisme réflexif, mais sans forcément entrer dans la technique. C'est être ouvert, en fait, aussi à l'interrogation, au doute. Et même, tu parles de cette boîte noire des tests en double aveugle, enfin des essais contrôlés randomisés en double aveugle, qui, pour tester l'efficacité d'un médicament, le comparent à un placebo. En fait, c'est complètement accepté que c'est la base de tout, mais en fait, c'est possible de remettre en question aussi cette méthode. Oui, alors les médecins qui disent que le magnétisme ne fonctionne pas, je me demandais pourquoi ils disaient ça, etc. Et donc je parle de boîte noire parce qu'en fait ils me disent c'est prouvé que ça fonctionne pas. En fait du coup ils répondaient pas vraiment à ma question, c'est prouvé mais selon quoi. Et en fait le terme de boîte noire vient de Bruno Latour, qui est un sociologue, un anthropologue des sciences, qui dit une boîte noire en fait c'est quelque chose où il y a eu une époque, une controverse, etc. On s'est interrogé. Et les moments d'interrogation, c'est le moment où les boîtes noires sont ouvertes. Et une fois qu'il y a plus de questionnement parce que c'est stabilisé et on est tous d'accord sur le fait que quelque chose marche ou ne marche pas, on ferme la boîte. Donc c'est une boîte noire. Et donc l'essai contrôlé randomisé en double aveugle, c'est le test qui est une boîte noire parce que maintenant, il est tellement entré dans les mœurs des médecins qu'ils n'ont plus besoin de se justifier. Ils disent juste ça marche ou ça marche pas. Et en fait, ils en sont même au point de penser que tout le monde sait ce que c'est. Parce que même... c'est comme certains mots qu'on va utiliser tous les jours, je sais pas, ou c'est comme des choses qu'on va extrêmement naturaliser, justement. C'est-à-dire oublier qu'à un moment donné, ça pouvait être bizarre ou que ça n'allait pas de soi d'utiliser ces choses-là. Donc c'est un peu une sorte d'oubli de leur part. Et donc eux, je parle pour parler d'eux, de naturalistes stricts. Ce sont des personnes, en fait, qui vont dire le magnétisme ne fonctionne pas, sans exactement, vraiment juste expliquer pourquoi. Sous-entendu, ça ne fonctionne pas quand on, par essai contrôlé randomisé en double aveugle. Là, c'est un mot compliqué et en fait, tout le monde ne sait pas ce que c'est. Alors, je peux dire ce que c'est. C'est un test, c'est maintenant le gold standard dans la médecine d'évaluation des traitements thérapeutiques. Donc, c'est un test dans lequel on va prendre des milliers de personnes, de patients. Donc, c'est un test statistique. On va prendre, par exemple, 1000 personnes avec une pathologie donnée, 1000 autres personnes avec la même pathologie, 1000 autres personnes avec la même pathologie. Premier groupe de personnes,
on lui donne la pilule à tester, vrai médicament, disons, pour vérifier qu'il fonctionne, sans lui dire si c'est le vrai médicament ou pas. Deuxième personne, on lui donne une pilule qui est identique de l'extérieur, mais qui n'est qu'un placebo, donc dans laquelle il n'y a aucune substance chimique. Et le dernier groupe, on ne fait rien, on ne lui donne rien. Et en fait, on va vérifier quel est le groupe qui va mieux. Celui à qui on n'a rien donné, va y avoir un certain pourcentage d'auto-guérison, de guérison spontanée. Dans le groupe auquel on va donner le placebo, il y a un pourcentage de guérison qui est l'effet placebo. Le fait de croire que peut-être ils ont eu la bonne molécule, le fait de croire en la capacité du médecin à guérir, etc., va faire qu'il y a un pourcentage parfois très important qui va jusqu'à l'ordre de 40% de guérison. Et celui auquel on a donné la vraie pilule, alors justement celle qu'on essaie de tester, il faut qu'il y ait beaucoup plus de guérison que dans le cas placebo, c'est-à-dire s'il y a 30% de guérison dans le cas placebo, il faudrait qu'il y ait de l'ordre de 60% de guérison pour dire que là, la pilule a fonctionné. Mais voilà, ça, c'est les médecins vraiment rationalistes me disent que le magnétisme ne fonctionne pas par essai contrôlé randomisé en double aveugle, donc selon ce système. Alors ceux qui sont plutôt ouverts au magnétisme vont me dire, bon déjà, très compliqué de faire un essai contrôlé randomisé en double aveugle avec des magnétiseurs, parce que en fait, il faudrait qu'il y ait un vrai magnétiseur, un faux magnétiseur, et rien. Mais en fait, le faux magnétiseur sait qu'il est un faux magnétiseur, donc les patients sentent dans les gestes que c'est pas un vrai placebo dans lequel tout le monde ignore, le médecin ignore ce qu'il a donné la vraie ou la fausse pilule, les patients ignorent qu'il a reçu le bon ou le faux traitement. Là, il y a déjà quelque chose qui fait que c'est pas un essai contrôlé randomisé en double aveugle très classique. Ensuite, il y a un autre élément. Ces médecins vont dire, bon, en fait, l'effet placebo, ça fonctionne, c'est-à-dire il y a quand même 30 à 40% de guérison par effet placebo. Même cet effet placebo, il va varier. Par moment, on peut aller jusqu'à 60% d'auto-guérison. C'est par exemple ce qui est testé, on va donner des pilules de couleurs différentes dans différents pays, et en fait, je me souviens plus des couleurs en question, mais disons, en France, une pilule bleue, on va obtenir 40% de guérison, et puis une pilule rouge, 30% de guérison. Et c'est des pilules neutres, hein, c'est juste la couleur qui va influencer du coup le patient ou la patiente au point d'être guéri. Et après, on donne ces mêmes couleurs, disons en Angleterre, et on n'obtient pas le même pourcentage de guérison. Donc en fait, il y a un effet placebo qui est vu comme positif par les médecins qui sont ouverts au magnétisme. Ils disent peut-être que le magnétisme ne fonctionne pas par essai contrôlé randomisé, sous-entendu peut-être que ce n'est qu'un placebo, mais le placebo est un effet. Les médecins qui sont contre le magnétisme vont dire « mais ce n'est qu'un placebo ». Sous-entendu, ça n'a pas d'effet. C'est le point zéro, en fait, le seuil zéro d'un traitement thérapeutique. Donc c'est vraiment une façon différente de concevoir et d'interpréter des résultats semblables d'évaluation. Et donc les médecins qui sont favorables au magnétisme disent qu'il faudrait avoir une autre façon d'évaluer le magnétisme qui serait quelque chose, qui serait une évaluation qualitative. Donc j'ai passé du temps avec ces médecins à la Salpêtrière. Certains d'entre eux, ils ont mis au point une évaluation qualitative qui consiste à demander aux patients ce qu'ils ont ressenti pendant la session de magnétisme. Alors, ce qu'on fait jamais, parce qu'en fait, on dit, bon, c'est que les médecins qui sont défavorables au magnétisme vont dire c'est que du ressenti, c'est de la croyance, aucun intérêt pour la médecine. Mais en fait, là, ils disent, mais la personne dit qu'elle s'est sentie soulagée, qu'elle a eu telles émotions, etc. C'est déjà un acte thérapeutique. Passionnant. Et lui d'ailleurs, ce médecin que tu as suivi, Christophe Desportes, parle aussi même fait des conférences sur l'alimentation, enfin, parle beaucoup de choses qui en médecine sont complètement, même pas considérées comme faisant partie du soin, mais que lui, il apporte, et donc, tout comme les pratiques magnétiques, donc c'est intéressant de voir son approche. Pour revenir un peu en arrière sur ton parcours personnel, quand est-ce que toi, tu as commencé à t'intéresser ou à t'interroger sur l'invisible ? J'imagine que te retrouver à étudier le chamanisme et le magnétisme, c'est pas non plus un total hasard. Alors, c'est une question assez intime, et je parle peu de choses intimes dans Le Retour du monde magique, qui est plutôt un essai, dans lequel j'essaye de répondre à ces questions-là par la voie plus de l'intellect, on va dire, même s'il y a aussi celle de l'expérience. Et actuellement, j'écris justement un récit dans lequel j'essaye de revenir sur ce qui m'a mené à travailler, à étudier, à enquêter, je ne sais pas quel mot utiliser, sur l'invisible, ou en tout cas ces choses qui vont échapper à notre compréhension d'un point de vue occidental, on va dire. Et en fait, ça remonte à l'enfance. C'est ça que je suis en train de comprendre en écrivant. Ça remonte à une époque où j'étais toute petite. Je rentrerai pas dans les détails, mais en fait, j'accompagnais ma mère à Cuba, et j'étais gardée par une voyante qui était connue là-bas. Et en grandissant, quand j'évoquais ce souvenir, ça m'est arrivé d'évoquer ce souvenir, et
et qu'on s'en moque, donc on se moque de moi parce que en France, à Paris, en région parisienne, j'ai senti que c'était pas quelque chose de tout à fait normal, vu comme étant normal, alors que quand j'étais là-bas, j'avais le sentiment que c'était quelque chose de normal. Et je pense que ça m'a amené à questionner ce rapport à ce qui est vu comme normal ou pas normal, et le rapport aussi à la mort, parce qu'il y avait des questions d'esprit et la place qu'on va donner à la mort dans une société. C'est-à-dire que j'ai aussi vécu, étant au même âge à peu près, la mort de ma grand-mère, dont j'étais extrêmement proche. Et en fait, j'ai pas vu son esprit, disons. C'est-à-dire qu'on me disait, j'avais entendu parler du fait qu'à Cuba, il y a des esprits, etc. Ça me paraissait normal. Mais quand j'ai vécu sa mort, j'ai pas eu ce contact-là. Donc est-ce que ça existe vraiment ? Petit à petit, cette question a émergé. C'est une question extrêmement classique, très, très classique, je veux dire, en tout cas en France. C'est est-ce que ça existe vraiment ? Et on entend par vraiment, est-ce que ça existerait comme existe une table ou comme existe l'électricité ou des choses qui sont connues d'un point de vue, disons, naturaliste, scientifique. Et accepter collectivement. Accepter collectivement. Cette question, elle s'est transformée parce qu'après, j'ai fait des études d'anthropologie et de sociologie. Et donc, elle a dû se transformer parce que c'est pas une question qui se pose en sociologie, en anthropologie. On se demande pas est-ce que ça existe vraiment. Sauf les rationalistes. Et je m'oppose vraiment à cette école des rationalistes extrêmement cartésiens qui vont dire ça existe pas. Sous-entendu, ce sont des croyances et des superstitions. Ça existe vraiment. Sous-entendu, ça c'est le vrai, c'est le réel. Mais cette façon extrêmement binaire de penser est assez écrasante en fait par rapport à plein de pratiques et de cultures. Pour moi, ne peut pas être compatible avec une réflexion anthropologique ou sociologique, vu que la sociologie et l'anthropologie ont pour tâche de mieux comprendre les pratiques de nos contemporains et contemporaines, de personnes qui vont peut-être vivre dans des pays très lointains, avoir une culture extrêmement différente de la nôtre, mais pour qui ces pratiques, cette culture va vraiment avoir un sens en fait. Donc commencer en disant est-ce que ça existe vraiment, c'est venir écraser et dire bon ces gens-là ils croient, ils ont des superstitions ancestrales. Alors après la question que les anthropologues qui sont comme ça se posent c'est mais comment est-ce qu'on peut encore croire à ces choses-là aujourd'hui ? Et ça pour moi c'est une question qu'on doit éviter quand on fait de la recherche en sciences sociales. Tu parlais du fait qu'à Paris, ce que tu disais, on n'y croyait pas, mais dans ta famille, c'était comment ? Enfin, dans la manière dont tu as grandi, est-ce que c'est des questions qui existaient ou pas du tout ? Est-ce que c'était un milieu très rationnel ? C'est le genre de questions qu'on m'a jamais vraiment posé en interview et auxquelles j'essaie de répondre en ce moment en écrivant. Parce que je me suis rendu compte que c'était plus compliqué, que c'était pas ni oui ou non, c'est croire ou pas croire, c'est quelque chose de très contrasté. Et en fait, le croire se caractérise, c'est ce qu'a dit par exemple Jean Pouillon, un anthropologue, notamment par le doute. C'est le croire au travail, enfin c'est douter en fait, croire. Et c'est pas juste avoir une foi inconditionnelle. Voilà, seul l'incroyant croit que le croyant croit. Donc en fait, dans ma famille, il y a du côté de mes grands-parents maternels, eux, ils sont très catholiques. Enfin, ils étaient très catholiques et très croyants. Disons, ils avaient la foi, ils me le disaient à ce niveau-là, mais pas du tout ce genre de pratique. Quand ils ont su que je travaillais là-dessus, pour eux, c'était de la sorcellerie. Il fallait surtout pas que je leur prête attention, voilà, disons, intérêt. Ma mère, elle est tout le temps dans un doute, un questionnement, une interrogation. Et mon père extrêmement sceptique. Mais c'est un scepticisme qui vient nuancer par parfois une petite expérience. C'est là que je dis qu'il y a des nuances auxquelles là je m'attache en ce moment en fait à les décortiquer. Il m'a dit un jour, je lui disais papa, il y a quoi quand on meurt, il se passe quoi ? Il m'a dit est-ce que tu te souviens de ta naissance ? Et j'avais genre 3-4 ans et je me souviens d'avoir réfléchi. Et je dis non. Et je me souviens d'avoir honte de dire non en mode je ne me souviens pas. J'aurais dû m'en souvenir. Ouais, j'aurais dû m'en souvenir. Honte à moi. Et là, il me dit, bah c'est ça la mort. Et je me souviens vraiment de la sensation de vide, de noir, de voilà. Je pense que c'est là qu'il y a un paradoxe en tout cas une contradiction qui mérite enquête, c'est-à-dire entre des moments où on peut dire ah peut-être qu'il y a un esprit ou quelque chose et ce genre de réponse, et donc vouloir expérimenter, comprendre comment ailleurs on peut dire autre chose, me vient, je pense, de cette expérience de pensée aussi. Est-ce que toi, t'as une relation avec l'invisible dans ta vie ? Est-ce que tu as des pratiques ou voilà, des choses que tu cultives ? Et l'invisible, c'est assez vaste, hein, c'est pas forcément les esprits, enfin j'en sais rien, c'est ce que tu entends toi par invisible, qui t'accompagnent ou voilà, qui te permettent de maintenir cette relation si tu l'as. Bah ça a quelque chose qui a changé d'ailleurs, je pense, à la suite de ma thèse. C'est-à-dire que j'ai une ouverture qui s'est faite à ce niveau-là et je me rends capable de voir des choses que je ne pouvais pas voir avant.
Je laisse place à des expériences qu'avant je pouvais pas vivre parce que je me fermais en fait. Par exemple, la mort de ma grand-mère maternelle récemment, il m'est arrivé une succession de choses et en fait, je me suis laissé les vivre d'une façon différente que je l'aurais fait si j'avais pas fait cette enquête-là, je pense. Ou ça peut être, par moments, me laisser guider par des choses qui sont pas du tout naturalistes. Et me dire, ah vas-y, aujourd'hui, je vais prêter attention à des synchronicités ou ce genre de choses qui, dans le naturalisme, sont vues comme totalement irrationnelles. Et en fait, je sens que ça apporte quelque chose dans ma vie de tous les jours. Et je pense qu'en fait, j'ai appris à devenir bilingue, un peu. C'est-à-dire à la fois, et je pense quand je parle de naturalisme réflexif, les personnes qui sont naturalistes réflexifs souvent sont bilingues. C'est des personnes qui savent les moments où il est juste pour elles de recourir au naturalisme et donc d'être extrêmement cartésienne, rigoureuse comme on peut l'être quand on est naturaliste strict en fait, à certains égards, très binaire aussi, et puis par moments qui savent dans certaines circonstances s'ouvrir à des choses qui vont relever plus de la spiritualité. Sans que ça vienne non plus envahir leur quotidien de façon dominante. C'est plutôt faire preuve de hiérarchisation dans la vie courante. Et donc en fait, j'apprends progressivement à faire ça et je sens qu'il y a des moments où je me sens un peu perdue. Je vais par exemple lire le Yiking, donc un art divinatoire taoïste. Et donc le Yiking, c'est une pratique dans laquelle, dans mon cas, on peut tirer des baguettes, mais je tire des pièces. Et va se dessiner un hexagramme, donc un signe composé de 6 traits. Et cet hexagramme va me mener à une page du livre dans laquelle je vais lire quelque chose qui peut paraître un peu obscur, c'est-à-dire très ambigu à plein d'égards. Et c'est dans l'ambiguïté, par analogie avec ma vie, que je trouve un sens. Comme le tirage de cartes, en fait. C'est qu'une figure dans un tirage de cartes est très ambiguë. Je lis aussi les cartes. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est que dans l'ambiguïté de l'image, dans la polyphonie de l'image, disons, dans les prises multiples qu'il y a dans l'image, chacun et chacune peut mettre le sens qu'il ou elle veut. Les rationalistes vont dire non, mais de toute façon, tout le monde aurait pu interpréter cette carte. Oui, bien sûr, en fait, tout le monde peut interpréter cette carte. Mais ce qui est important, c'est comment, dans ce moment T, tu l'interprètes toi. Et je pense qu'en fait, lorsqu'on réalise qu'on interprète la carte dans un certain sens à un moment T, on comprend mieux ce qu'on veut, ce qu'on ressent. Quand je pratique ce genre de choses, je les pratique pas en disant ça va me lire l'avenir, c'est plutôt, ça va me permettre d'accéder à une meilleure compréhension de ce que je veux. Je vais tout d'un coup saisir ce que je veux vraiment parce que lorsque je suis en train juste de réfléchir, alors j'hésite entre ça et ça, et je réfléchis, j'arrive pas à savoir. Par contre, je tire une carte et ce que je vais voir dans la carte va me donner la réponse qui est en réalité en moi. Hein. Ça va me permettre de lire en moi avec autre chose qu'une pensée qui s'interroge en fait. Mais plus avec une image, une sensation, voilà. Ça va faire appel à un autre type de jugement, disons. C'est assez proche de la psychanalyse par certains aspects en fait. Hein. Les associations, les actes manqués, mais qui donnent accès à l'inconscient ou en tout cas à quelque chose qui n'est pas tout à fait conscient. Et en fait, par moment, pour faire des choix, je trouve que c'est beaucoup plus pratique de recourir à un tirage de cartes ou Yiking que de faire la liste des pour et des contre. Dans la liste des pour et des contre, on finit par dire « Ah ouais, mais ceci, mais cela ». Et en fait, on oublie par moment vraiment ce qu'on ressent et ce qu'on veut. Alors que la carte, tout d'un coup, va appeler ça, va nous rappeler « Ah oui, mais en fait, ce que tu veux vraiment, c'est ça ». Il y a une émotion, quoi. Merci beaucoup Fanny d'être venue, c'était passionnant. Merci beaucoup d'avoir pris le temps qu'on se parle et qu'on échange. Merci pour tes questions hyper intéressantes et très précises, Natalia, et ta lecture. Vous trouverez tous les liens et les contacts dans la description de l'épisode. Vous pouvez aussi m'écrire sur Instagram, sur le compte invisibily_podcast ou par mail à l'adresse invisibilypodcast@gmail.com. Si vous avez aimé l'épisode, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner, commenter sur les plateformes, mettre 5 étoiles, partager. C'est comme ça que ce podcast qui est entièrement autoproduit pourra se développer et grandir. Merci de m'accompagner dans ce voyage.